Laissez-moi planter le décor. Nous sommes en juin 2026. La Coupe du Monde est vraiment là, sur le sol américain. Dans 16 villes, d'une côte à l'autre, le plus grand événement sportif de la planète a enfin débarqué aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il y a des drapeaux partout, des maillots à chaque coin de rue. Les bars sont pleins dès les coups d'envoi du matin. Les écoles suivent les tableaux du tournoi. C'est la Coupe du Monde. Ce rendez-vous censé rassembler tout le monde, dépasser la politique, l'argent et les langues. C'est en tout cas l'histoire que raconte la FIFA. Mais en ce moment même, alors que le tournoi ouvre officiellement ses portes, une autre histoire se déroule en parallèle. Une histoire de billetterie défaillante, de billets annulés et de rangées de stades qui restent vides, de familles qui ont tout fait correctement et qui se retrouvent tout de même dehors. Et elle commence, comme tant d'histoires de ce genre, avec un homme ordinaire qui voulait simplement emmener sa fille voir un match de football. Il s'appelle Paul Defrein. C'est un père de famille de la baie de San Francisco. En avril, il a payé 720 $ pour 2 billets. Un pour lui, un pour sa fille Anne Taylor. Il les a achetés sur le site officiel de la FIFA. Il a tout réglé. Il a réservé l'hôtel, il a organisé tout le voyage autour d'un match précis. Qatar contre Suisse, une rencontre à vivre peut-être une seule fois dans une vie, à domicile, pendant la première Coupe du Monde organisée sur le sol américain depuis plus de 30 ans. Et Taylor n'est pas une simple supportrice occasionnelle. Elle a grandi en jouant au football. Son père était son entraîneur sur la touche quand elle était enfant. Ce match avait une valeur personnelle qu'aucun chiffre ne peut mesurer. Puis, quelques jours avant le coup d'envoi, la FIFA lui a envoyé un courriel. Pas un remerciement. Pas un rappel. Pas un conseil de voyage. Un avis d'annulation. Et une accusation. Selon la FIFA, ces billets avaient été signalés et retirés en raison, et ce sont les mots exacts de la FIFA, d'une activité frauduleuse. Les billets avaient quand disparu. Et au moment où ce courriel est arrivé, la FIFA les avait déjà revendus à quelqu'un d'autre. Quand Defrein a essayé de comprendre ce qui s'était passé, il s'est très vite heurté à un mur. Au début, il a cru que le courriel lui-même était une arnaque. C'est une hypothèse parfaitement raisonnable quand un grand événement arrive en ville. Tentative d'hameçonnage, faux messages, fraude aux billets, tout cela explose autour d'un événement comme la Coupe du Monde. Mais lorsqu'il a appelé sa banque, celle-ci n'a trouvé aucune trace de fraude de son côté. Rien n'avait été signalé, rien de suspect. Son achat était parfaitement régulier. Il était donc retourné vers la FIFA directement. La FIFA a confirmé que l'annulation était bien réelle. Elle a transmis son dossier à un niveau supérieur. Puis, elle ne lui a donné absolument aucune explication. Aucune, sur la raison pour laquelle un achat légitime avait été annulé sans avertissement. La seule chose à laquelle la FIFA a renvoyé, ce sont les petites lignes de ses conditions de vente. On y lit, dans une langue qui sonne officielle mais qui ne veut presque rien dire, que tous les billets peuvent être annulés en cas, je cite, d'activité frauduleuse suspectée ou confirmée, suspectée, pas prouvée, pas confirmée par une enquête, suspectée, ce qui signifie que la FIFA n'a pas vraiment à montrer de preuves à qui que ce soit. Elle peut annuler vos billets sur la base d'un simple soupçon. Et dans ce même courriel adressé à Defrein, la FIFA mentionnait presque au passage que 461 billets avaient été signalés et annulés comme frauduleux dans la même opération. 461. Il n'est pas le seul. D'autres supporters, partout dans le pays, ont publié en ligne des récits identiques. Achat par les canaux officiels, paiement intégral, aucun problème avec leur banque, puis soudain une annulation et une accusation juste avant le match qu'ils préparaient depuis des mois. Pour Taylor, ce n'est pas un problème logistique. Ce n'est pas un désagrément que l'on règle en réservant d'autres places. C'est personnel. Elle devait s'asseoir dans un stade et regarder un match de Coupe du Monde avec son père, le même homme qui se tenait sur la touche et l'entraînait pendant son enfance. Ce genre d'expérience ne se reporte pas. Comme l'a dit Paul Defrein lui-même, le remboursement, c'est la petite partie de l'histoire. L'argent n'est pas le sujet. Ce qui est perdu, c'est l'expérience. C'est le moment unique. Et la Coupe du Monde ne reviendra pas dans la baie de San Francisco de son vivant. La FIFA leur a pris cela avec un courriel automatique et le mot « fraude ». C'est ici que l'histoire cesse d'être seulement frustrante pour devenir franchement révoltante. Car pour comprendre à quel point il est absurde que la FIFA annule 461 billets au motif d'une fraude, il faut regarder l'autre côté de l'équation. Il faut regarder combien de billets la FIFA elle-même n'arrive pas à vendre. Ce tournoi croule sous les sièges vides. Pas quelques-uns. Pas quelques places invendues tout en haut des tribunes. Des milliers. Le match d'ouverture du tournoi à Guadalajara, Corée du Sud contre République tchèque, a été officiellement annoncé avec une affluence de 44 985 spectateurs, juste en dessous de la capacité du stade.
Mais quiconque regardait à la télévision, et beaucoup de personnes présentes sur place, ont vu quelque chose qui ne ressemblait pas du tout à un stade plein. Des secteurs entiers sont restés visiblement vides pendant tout le match. Face à cette évidence visuelle, la FIFA a répondu aux journalistes, et c'est une vraie déclaration qu'elle a réellement publiée, que les chiffres officiels d'affluence reflètent le nombre de billets scannés et de spectateurs présents dans le périmètre du stade, et non des évaluations visuelles de l'occupation des sièges à un moment donné. Autrement dit, les sièges vides que vous avez vus de vos propres yeux ne comptent pas. Et Guadalajara est loin d'être le seul site touché par ce problème. À Santa Clara, au Levaz Stadium, que la FIFA s'obstine à appeler San Francisco Bay Area Stadium pour les besoins de l'image de marque du tournoi, des rangées entières restaient invendues la veille de matchs prévus sur place. Quand un média local est allé sur le propre portail de billetterie de la FIFA et a compté manuellement les sièges disponibles pour un seul match de 16e de finale, le genre de match où l'équipe des États-Unis pourrait apparaître, il a trouvé près de 400 billets encore disponibles. Tous se trouvaient dans les 3 premières de rangée, au plus près du terrain, autrement dit parmi les meilleures places du stade. Dans une seule section, les 60 sièges des 3 premières rangées étaient affichés comme disponibles. Le prix de ces places, un peu moins de 2000 $ chacune. Dans le même temps, sur la place de marché officielle de revente de la FIFA, plus de 26 000 billets étaient en vente au cours d'un seul après-midi. 26 000. Pour un seul match, Jordanie contre Algérie, près de 7 000 billets étaient disponibles. Ce n'est pas un problème de rareté. Ce n'est pas une demande très forte face à une offre limitée. C'est une liquidation à laquelle personne ne se présente pour acheter. Et puis, il y a l'allégation qui circule depuis des semaines dans la presse économique sportive. La FIFA écoulerait discrètement ses stocks invendus sur des plateformes de revente non officielles à des prix très inférieurs à ceux qu'elle pratique sur son propre site officiel. Le Financial Times a rapporté au début du mois qu'environ 176 000 billets pour des matchs de phase de groupe de la Coupe du Monde étaient affichés sur les plateformes officielles de revente de la FIFA au 9 juin, soit environ une semaine après le début du tournoi. Plusieurs plateformes de revente, dont SeatGeek et StubHub, ont publiquement nié tout partenariat formel avec la FIFA, mais des analystes ont souligné que l'apparition de grands blocs de billets à des prix fortement réduits correspond au comportement d'une organisation qui tente de déplacer des stocks invendus sans reconnaître le véritable prix auquel le marché accepterait d'acheter. Une analyse citée dans la presse le résumait clairement. La FIFA maintient des prix officiels élevés, évite d'admettre ouvertement que le marché ne peut pas supporter ces prix et fait passer les invendus par des plateformes de revente tierces. Des billets affichés à 700 $ sur le site officiel de la FIFA seraient apparus sur des sites de revente à seulement 200 $. Certains billets seraient même descendus sous la barre des 100 $ sur des plateformes comme eBay. Arrêtons-nous un instant sur cette contradiction, parce qu'elle résume toute l'histoire en une seule image. La FIFA a 176 000 billets qu'elle n'arrive pas à vendre. Elle a des stades avec des rangées de sièges vides. Elle a sa propre place de marché de revente saturée d'annonces à tous les prix. Et les supporters qu'elle a choisi d'annuler, ceux qu'elle a accusés de fraude, ceux qu'elle a exclus avant de revendre aussitôt leur place à quelqu'un d'autre, étaient des gens qui avaient déjà payé. Ceux qui avaient acheté tôt, ceux qui avaient payé plein tarif par les canaux officiels, ceux qui avaient tout fait correctement. Un père et sa fille. 720 $ payés de bonne foi, un voyage préparé pendant des mois, et la solution de la FIFA a été d'annuler la famille qui venait déjà dans un stade qui n'arrive même pas à se remplir. Rien de tout cela ne s'est produit dans le vide. Toute l'architecture de la billetterie de la FIFA pour cette Coupe du Monde a été conçue pour être confuse dès le premier jour. Les prix n'étaient pas fixes. Ils reposaient sur un modèle de tarification dynamique, le genre de système utilisé par les compagnies aériennes, dans lequel les prix montent avec la demande. Cela seul aurait déjà été controversé. Mais la FIFA a ajouté plusieurs problèmes par-dessus. Les billets n'étaient pas vendus comme des sièges précisément attribués, avec une indication claire de rangée et de section. Ils étaient vendus par grandes catégories, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, sans garantie exacte sur l'emplacement des places dans le stade. Les supporters payaient pour une catégorie et faisaient confiance à la FIFA pour attribuer ensuite le siège réel. Puis, des mois plus tard, en avril 2026, la FIFA a discrètement introduit de nouvelles sous-catégories. Soudain, des options premium pour des places en première rangée sont apparues, à des prix nettement plus élevés. Et voici le retournement. Les supporters qui avaient déjà acheté leurs billets à l'automne 2025 n'ont jamais été informés que leurs achats antérieurs ne leur permettraient pas d'accéder à ces premières rangées.
Ils avaient en payé de bonne foi pour ce qu'ils pensaient être une bonne place. Ce qu'ils ont réellement reçu, c'est une place que la FIFA a ensuite dévalorisée délibérément en créant une catégorie plus chère au-dessus. Les gens ont payé pour moins que ce qu'ils pensaient obtenir. Personne ne le leur a dit. Et les prix, selon les propres données de la FIFA, avaient déjà augmenté en moyenne de 34% sur environ 90 des 104 matchs du tournoi entre la phase de vente initiale et les phases suivantes. 34% en moyenne. Pour les mêmes sièges, achetés sur le même site officiel. La réaction ne s'est pas arrêtée à Internet, elle a atteint les autorités. Plusieurs procureurs généraux d'États américains ont ouvert des enquêtes formelles afin de déterminer si la FIFA avait violé les lois de protection des consommateurs dans leurs États. La procureure générale de New York, Letitia James, et la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, ont été parmi les premières à agir. En mai 2026, elles ont adressé des injonctions à la FIFA pour exiger des documents internes sur la manière dont l'organisation avait fixé ses prix et sur la façon dont elle avait communiqué l'emplacement des sièges aux acheteurs. Le New Jersey accueille 8 matchs de Coupe du Monde, dont la finale au MetLife Stadium, temporairement rebaptisé New York-New Jersey Stadium pour l'événement, le 19 juillet. Les procureurs généraux veulent savoir si les supporters ont été délibérément induits en erreur. Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a rejoint l'enquête séparément, en se concentrant sur les matchs de la baie de San Francisco et de Los Angeles. Le Texas a lancé sa propre enquête après que des acheteurs de Dallas et de Houston ont signalé des problèmes identiques de présentation trompeuse de l'emplacement des sièges. À l'heure où ces lignes sont écrites, 4 procureurs généraux d'État enquêtent activement sur l'opération de billetterie de la FIFA. Il s'agit de New York, du New Jersey, de la Californie et du Texas, 4 des plus grands marchés de consommation du pays, chacun disposant d'une autorité juridique indépendante pour poursuivre des violations civiles et potentiellement pénales des lois de protection des consommateurs. Et c'est là qu'il est utile de se souvenir du contexte historique, car la FIFA est déjà passée par là. Il y a 10 ans, en mai 2015, le département américain de la justice a rendu publique l'une des mises en accusation les plus spectaculaires de l'histoire du sport, visant des dizaines de responsables de la FIFA et leurs associés pour association de malfaiteurs, fraude électronique et blanchiment d'argent. Les chefs d'accusation décrivaient un système de corruption installé sur plusieurs décennies, des dirigeants acceptant des pots de vin en échange de droits d'organisation de Coupe du Monde, de contrats télévisés et d'accords marketing. Les montants en jeu étaient vertigineux, des centaines de millions de dollars. Les arrestations ont eu lieu pendant le congrès de la FIFA à Zurich. Les images de hauts responsables du football escortés hors d'un hôtel suisse par les forces de l'ordre ont fait le tour du monde. Plusieurs aveux de culpabilité ont suivi. Plusieurs condamnations aussi. Avançons jusqu'en 2026, et certains commentateurs ainsi que des observateurs juridiques se demandent si la situation actuelle de la billetterie représente une autre forme du même dysfonctionnement institutionnel. Pas des pots de vin cette fois, pas un accord conclu dans l'arrière-salle par une poignée de main, mais un système de prix et de distribution qui, selon les mots d'un communiqué d'un procureur général, fonctionne comme un parcours d'obstacles fait de confusion, de fausses raretés et de prix impossiblement élevés, conçu d'une manière qui semble profiter financièrement à la FIFA, tout en trompant systématiquement les consommateurs à l'autre bout de la transaction. La FIFA n'a été inculpée de rien dans le cadre de la controverse actuelle sur les billets. Il faut le dire clairement. Il s'agit d'enquêtes civiles au niveau des États et non de poursuites pénales fédérales. Mais le schéma de comportement institutionnel, l'opacité, la défense par les petites lignes, le refus d'expliquer les décisions aux acheteurs individuels, le silence face aux questions de la presse, paraît familier à beaucoup d'observateurs. Et pour les familles qui ont réellement perdu leur billet, les distinctions juridiques entre enquête civile et pénale ne veulent pas dire grand-chose. Revenons un instant à Paul Defrin car son cas illustre quelque chose d'important sur ce que les consommateurs ordinaires peuvent concrètement faire dans cette situation. Des avocats spécialisés dans la protection des consommateurs et des experts en cartes de crédit qui se sont exprimés publiquement sur des dossiers comme le sien estiment que le Fair Credit Billing Act lui donne une vraie chance d'obtenir un remboursement intégral. Cette loi permet aux titulaires de cartes de contester des débits pour des services qui n'ont pas été fournis tels qu'ils avaient été décrits. Et un achat de billets qui se termine par une annulation du côté de la FIFA, sans service rendu et sans justification expliquée, correspond parfaitement à un litige de facturation. Defrin aurait prévu d'emprunter précisément cette voie.
De son côté, la FIFA n'a pas répondu aux demandes de commentaires de la presse au sujet de son cas, ni du phénomène plus large des billets annulés. Pendant ce temps, le tournoi continue. Et le 13 juin, aujourd'hui, les États-Unis ont disputé leur match d'ouverture de la Coupe du Monde 2026 contre le Paraguay au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie. C'était le match le plus attendu du premier tour pour les supporters américains. Et pourtant, quelques jours seulement avant le coup d'envoi, environ 4000 billets étaient encore affichés sur le portail officiel de revente de la FIFA pour cette rencontre. Plusieurs médias ont rapporté que le lundi précédant le match, il restait encore environ 132 billets ordinaires disponibles sur la plateforme de vente primaire de la FIFA. Pas la revente, la vente primaire. Pour le premier match à domicile des États-Unis dans une Coupe du Monde, le 13 juin. Sous les yeux de tout le pays. Des supporters présents au match ainsi que des journalistes sur place ont raconté avoir payé entre 1200 et 1350 $ par siège. Plusieurs spectateurs ont dit aux journalistes d'Al Jazeera devant le stade que la FIFA devrait avoir honte. Ce sentiment n'est pas une position marginale. Il est en train de devenir le récit public dominant autour d'un événement qui devait être une célébration. Le même jour, le Brésil et le Maroc ont joué au MetLife Stadium d'East Rutherford, dans le New Jersey, l'une des grandes affiches du tournoi, dans l'un des marchés de sites les plus chers et les plus contestés de toute la Coupe du Monde. Les prix des billets pour ce match ont atteint plusieurs milliers de dollars. Et l'enquête des procureurs généraux de New York et du New Jersey observait de près. Le match d'ouverture du Canada contre la Bosnie-Herzégovine au BMO Field de Toronto était, selon les informations disponibles, proche du guichet fermé avec quelques zones vides visibles près du terrain et dans un angle des tribunes temporaires. Sur le plan de l'ambiance, ce match s'est bien passé. Mais la situation canadienne est quelque peu différente de celle des rencontres aux États-Unis, car les supporters locaux ont pu assister au match à des prix relativement plus bas que dans les stades américains. À Boston, au Gillette Stadium, le tableau est contrasté. Au 12 juin, 6 des matchs de la région de Boston avaient encore des billets disponibles. Un match Haïti contre Écosse, le samedi, était complet. D'autres rencontres affichaient une disponibilité limitée sur le propre site de la FIFA, avec des prix commençant à 400 $ pour les billets les moins chers encore disponibles. Sur la plateforme officielle de revente, un billet pour un quart de finale à Boston le 9 juillet était affiché à 345 000 $. Ce n'est pas une faute de frappe. 345 000 $ pour un seul billet. On ne sait pas s'il s'agit d'une annonce sérieuse ou d'une anomalie de données, mais c'est déjà devenu un élément de la conversation publique plus large sur l'état profondément défaillant de l'infrastructure tarifaire de la FIFA. La lecture honnête de tout cela n'est pas compliquée. Ce que la FIFA a construit n'est pas un système de billetterie conçu pour faire entrer les supporters dans les stades. C'est une machine d'extraction de revenus destinée à maximiser le prix de chaque siège disponible, sans stratégie cohérente pour gérer le moment où le marché refuse de payer ses tarifs. Quand la demande ne rejoint pas les niveaux de prix prévus, les stocks ne sont pas ajustés à la baisse de manière transparente. Au lieu de cela, les sièges invendus sont discrètement orientés vers des marchés secondaires par des canaux indirects. Et quand cela ne fonctionne pas non plus, on se retrouve avec des rangées vides et un communiqué de la FIFA expliquant que les caméras vous trompent. Et quand des acheteurs légitimes se retrouvent pris dans le feu croisé algorithmique, quand leurs achats sont signalés par le système automatisé que la FIFA utilise pour gérer ses stocks, leurs billets sont annulés. Ils sont traités comme des fraudeurs. Ils reçoivent un courriel automatique sans la moindre explication. Et la FIFA passe à autre chose parce que la FIFA ne s'est jamais vraiment souciée du supporter individuel à l'autre bout de la transaction. La Coupe du Monde a toujours été, au niveau organisationnel, un événement financier et politique. Le sport en est l'emballage. Les supporters sont la source de revenus. 460 et un billet annulé, 176 000 sièges invendus sur des portails officiels de revente. Des prix qui ont augmenté en moyenne de 34% après que les gens avaient déjà engagé leur argent. 4 procureurs généraux d'État qui émettent des injonctions. Des supporters devant les stades disant aux journalistes que la FIFA devrait avoir honte. Et un père et sa fille dans la baie de San Francisco qui ne peuvent pas aller au match qu'ils avaient préparé pendant des mois, tandis que le stade où ils devaient s'asseoir ne trouve pas assez de clients payants pour remplir les rangées autour des sièges que la FIFA leur a retirés. Voilà l'état de l'opération de billetterie de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au 13 juin. Et la FIFA n'a pas fait de commentaires.